Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique, donc de retour en Guadeloupe. Mon premier invité, Max Mathiazin. Max Mathiazin, bien sûr, député de la 3e circonscription. Avec Max Mathiazin, nous ferons un petit tour de l'actualité, puis nous verrons quel est son agenda, son futur agenda pour cette année 2022. Max Mathiazin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe et singulièrement, puisque je suis député de la 3e circonscription, à la 3e circonscription, mais à toute la Guadeloupe surtout. Voilà, Max Mathiazin, un tour de l'actualité. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand débat en Guadeloupe, un débat qui mobilise les uns et les autres, le débat sur la visite de Marine Le Pen en Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui s'interrogent, il y en a qui se positionnent. Alors, que pensez-vous de ce qui s'est passé, puisqu'on sait que Marine Le Pen a été prise à partie par certains militants des patriotes et qui n'ont pas voulu qu'elle puisse s'exprimer ici en Guadeloupe. Alors, honnêtement, parce que je sais que des fois, les élus ont un petit peu de langue de bois, les élus ne veulent pas trop se positionner, mais qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé lors de la visite de Marine Le Pen ? Figurez-vous, Madame Boissette, que j'avais un petit peu deviné que nous aurions ce sujet. Je n'ai pas deviné que nous y commencerions, mais je l'avais deviné que nous y... Vous savez, Madame Marine Le Pen, elle est députée comme moi. Je la vois à l'Assemblée nationale. Il nous est arrivé même en privé, quand je dis en privé, c'est-à-dire dans un local de l'Assemblée nationale au cours d'une réunion, d'échanger quelques mots. Je pense que ce qui s'est passé là, ne relève pas de la démocratie, ni de l'expression de la démocratie. Je suis très voltairien. Personnellement, je suis prêt à combattre une idée qui n'est pas la mienne. Toute idée qui n'est pas la mienne, mais dans le respect du débat. On m'a parlé des déclarations de Mme Le Pen, mais moi je n'ai pas peur des déclarations de Mme Le Pen. Mais quand on va dans un hôtel c'est un lieu privé pour admonester quelqu'un, je trouve ça, ceci ne relève pas. Ceci relève peut-être d'une espèce de peur, mais je ne suis pas sûr que les Guadeloupéens même diraient qu'il faut absolument aller chercher Mme Le Pen dans un hôtel. Il faut laisser Mme Le Pen s'exprimer. Je sais qui je suis, je sais d'où la Guadeloupe sort, mais toutes ces idées qui peuvent être des idées non admises ou des idées inacceptables, il faut les combattre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné l'impression par cela que nous avions peur de l'expression de Mme Le Pen et par conséquent de l'expression de tous ceux qui, peut-être, en Guadeloupe, s'apprêteraient à voter Le Pen. On peut être contre ses idées, mais il faut savoir raison garder et la laisser s'exprimer. Il faut savoir raison garder et la laisser s'exprimer. Alors, pour certains, est-ce que Marine Le Pen ne représente pas un danger ? Je ne sais pas si elle représente un danger, mais ce n'est pas... si vous voulez, par une forme d'agression qui consiste à aller dans un hôtel que nous combattrons le danger. Aujourd'hui, nos compatriotes guadeloupéens ont besoin de se nourrir d'idées, de se nourrir d'ouverture d'esprit, de se nourrir de culture précisément. Et donc, il faut peut-être expliquer les fondements non seulement de la politique, mais des idées du Rassemblement national pour peut-être combattre le Front national. Mais je ne pense pas qu'il faille absolument aller empêcher l'expression. Nous n'avons pas peur. Si nous n'avons pas peur de l'expression des uns et des autres, nous grandirons. Et je pense que c'est ça. Mais on a vu que Marine Le Pen, au moins, elle est arrivée sur le territoire. Son père, jadis, n'avait pas pu le faire. Il n'avait pas dépassé les limites de l'aéroport. Donc là, l'histoire peut-être revient sous une autre forme, certainement. Mais l'héritage de Jean-Marie Le Pen, l'héritage, je vais dire, qu'il a légué à Marine Le Pen, fait qu'aujourd'hui, certains se disent pas le Front national en Guadeloupe, pas Marine Le Pen en Guadeloupe. Je peux comprendre la réaction de certains qui ont le souvenir de Jean-Marie Le Pen et qui ont empêché des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur les odeurs, sur
par exemple... Les footballeurs noirs aussi. Ouais. Il a eu à réagir les agressions dessus, contre les Noirs, alors qu'il y avait des une propos majorité de racistes. Guadeloupéens au niveau de l'équipe de France. Des propos racistes, etc. Maintenant, comme je vous le dis, Marine Le Pen est venue en Guadeloupe. Il y a des Guadeloupéens qui ont jugé bon d'organiser sa visite en Guadeloupe. Elle est arrivée à l'aéroport. J'ai vu un accueil organisé, bien sûr, comme pour beaucoup. Par conséquent, moi, je vous donne mon point de vue. Moi, je n'ai pas peur des idées ou du débat. Je suis de ceux, précisément, qui se soulèvent contre le racisme. Donc, je ne suis pas susceptible d'accepter ces idées-là. Je vous rappelle que l'une des plus grandes déclarations à l'Assemblée nationale qui m'a valu la 5e standing ovation de la 5e République, c'est précisément parce que je me suis soulevé contre les idées racistes. Mais je ne vais pas tous les combattre, je peux laisser quelqu'un s'exprimer et je ne vais pas tous les combattre. Maintenant, s'il faut reprendre l'histoire coloniale de la Guadeloupe, je n'en ignore absolument rien. Et donc, personne n'a le monopole de la capacité d'expliquer aux Guadeloupéens ou de refuser l'histoire qui est la nôtre. Mais on peut faire la même chose pour Éric Zemmour? Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui exprime aujourd'hui, très clairement, durant cette campagne électorale, des idées qui sont profondément, je dirais, racistes et qui ne s'en cachent pas. Pour l'instant, de cette campagne électorale, ou même avant à l'Assemblée nationale, je n'ai pas entendu ce type d'idées ou ce type de propos de Marine Le Pen. Donc, il faut l'interroger, la laisser s'exprimer, et en l'occurrence, elle avait rendez-vous avec un journaliste pour s'exprimer, qui aurait pu lui poser des questions pertinentes, et précisément où elle aurait eu à s'expliquer devant toute la population guadeloupéenne. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Au-delà de Marine Le Pen, est-ce que ce ne sont pas des Guadeloupéens qui se sont affrontés aussi, puisqu'on a vu des images qui ont pu choquer les uns et les autres? Oui, j'ai vu des images d'affrontements, j'ai vu le délégué, alors il y a plusieurs vidéos qui circulent, où on voit le représentant local, Audit Olassi du Rassemblement national, qui est aux prises avec des manifestants. J'ai toutes les vidéos, mais je ne veux pas, moi, commenter ces vidéos. Je crois qu'il y a deux versions qui s'affrontent. J'ai des vidéos où je vois des coups partagés entre les uns et les autres. Je ne veux pas commenter ces vidéos. Je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée, selon Audit ou même Audit Olassi. Par conséquent, je laisse dans tout domaine, je m'exprime quand moi je suis mis en cause. Et je dis ma vérité, mais je laisse à M. Audit Olassi, aux siens, à ses avocats et aux avocats de la partie adverse et à la justice le soin de démêler le vrai du faux et cet écheveau. Pour aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une Guadeloupe divisée? Est-ce qu'on n'a pas une Guadeloupe? Est-ce que tout cela ne met pas encore les Guadeloupéens dos à dos? Est-ce que, passé cette histoire de vaccination, de Covid, etc., de crise sociale, on arrive encore à une crise, on va dire, politique? Donc, où va-t-on exactement? Il y a beaucoup de façons de répondre à votre question. Je pourrais vous dire, par exemple, que c'est vrai que je ne suis pas satisfait de nous, Guadeloupéens. Car au-delà de la question de la crise Covid et du refus ou de l'acceptation de la vaccination, j'ai, au-delà dans le tumulte et dans le malheur du nombre de morts en Guadeloupe, je me suis rendu compte que nous avons développé une opposition farouche qui est allée jusqu'à des dissensions inimaginables entre Guadeloupéens, des coupures, parfois des propos ou des attitudes haineuses entre familles même. Je dis que d'un côté, nous avons un pays qui a à construire, qui demande le plus grand consensus possible, et en même temps, et qui demande de l'entente pour aller vers un projet de développement pour la Guadeloupe, et en même temps, on voit une Guadeloupe extrêmement divisée. Mais je voudrais simplement lancer un message à mes compatriotes guadeloupéens. Il faut que nous arrêtions de dire que c'est toujours l'autre.
il faut que nous nous demandions ce que nous pouvons faire ensemble. Quelles sont les énergies, quelle entente, quelle façon de progresser ensemble en essayant de privilégier ce qui nous rassemble pour nous mettre ensemble. Oui, mais est-ce que l'exemple ne vient pas, comme on dit d'en haut, lorsqu'on regarde les élus, Max Mathiasin, lorsqu'on regarde comment les élus fonctionnent, comment ils peuvent être dos à dos, ils peuvent être amis un jour et ennemis ensuite, ils peuvent se réconcilier pour des intérêts particuliers, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque part trop demandé à la population, puisque l'exemple n'est pas là. On dit souvent, oui, mais les élus ne sont pas là pour montrer l'exemple, ils sont là pour travailler, mais est-ce que quand on vous regarde, vous élus, il y a de quoi se dire qu'on va rassembler, on va se mettre ensemble, on va avancer ensemble? Écoutez, je vous ferai remarquer, Madame Boisset, que les joutes électorales, les joutes politiques, les différences idéologiques font vivre des différences de projets, font vivre une société. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la possibilité pour moi de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous et de présenter un projet qui est différent du vôtre. Sinon, ce serait la dictature, ce serait partout l'été noir sur la population ou sur ceux qui veulent s'exprimer. Donc il est normal que dans une société, comme disait un politicien célèbre, pour ne pas le nommer Mao Tse-tung, que 100 écoles rivalisent et que 100 fleurs s'épanouissent. Ça ne donne pas forcément lieu à haine, et quand la campagne est passée, il faut trouver un espace commun où nous pouvons trouver le petit dénominateur commun pour travailler ensemble. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, les élus guadeloupéens font, dans la mesure où je vous ferai remarquer que depuis quelques mois, les élus guadeloupéens parlementaires, bien sûr sénateurs, députés, mais présidents de région, présidents du département, présidents de l'association des maires, nous avons travaillé énormément ensemble jusqu'à présenter non pas, peut-être pas un projet, mais ce que j'appellerais un programme, des propositions qui ont été remises au président de la République, qui nous a reçus et avec lequel nous avons abordé non seulement le débat sur la vie courante de la Guadeloupe, c'est-à-dire sur l'actualité de la Guadeloupe, mais aussi sur l'avenir l'avenir de la Guadeloupe avec des propositions qui pourront éventuellement être développées. Et c'est vrai que les élus doivent donner l'exemple. Mais si l'exemple que nous avons donné ces derniers mois devait s'éclater ou nous nous crépions le chignon pendant cette campagne, si les Guadeloupéens avaient l'impression que nous étions extrêmement divisés, au-delà de la défense de nos idées, je veux dire, au cours de cette campagne électorale, plus personne ne croirait en nous. Mais je crois que les Guadeloupéens ont salué cette façon dont les élus ont eu à prendre conscience que l'avenir de la Guadeloupe passe par un travail en commun, ne serait-ce qu'à moyen terme. Et c'est une première en Guadeloupe. Je suis fier d'avoir participé ou de participer encore à cette expérience, mais j'espère que ce sera une expérience continue. En tout cas, parce que les Guadeloupéens auraient vraiment des griefs à retenir contre nous si nous devions, dans peu de temps, être éclatés face à la situation du pays. Peut-être faire un sondage, un baromètre de confiance et voir si les Guadeloupéens... mais ce n'est pas... Je vais vous faire remarquer... Font confiance à leurs élus. Les Guadeloupéens ont l'impression que c'est lié à la Guadeloupe, mais je pense que si vous faites un sondage, un peu, en tout cas dans les pays que nous connaissons, vous verrez qu'il y a une baisse de la confiance dans les élus, parce que les Guadeloupéens connaissent, et dans le monde, la population connaît des difficultés extraordinaires, et effectivement, l'élu a la responsabilité politique, l'élu a la responsabilité économique, l'élu a la responsabilité d'aménagement. Il faut que l'élu puisse dire la vérité, parce que ce sont les promesses qui, quelquefois, font que les gens s'illusionnent. Il faut dire la vérité, les moyens ne sont pas extensibles à souhait. Les gens payent bien sûr des contributions, c'est-à-dire des impôts, mais il faut expliquer aux concitoyens quel est le champ de compétences du maire, quel est le champ de compétences je suis député du député. En tant que député, vous savez que je reçois les députés. Quel est son rôle? Il faut le dire, c'est de voter la loi, de proposer la loi
et de contrôler la politique du gouvernement. Mais le rôle du député que je suis et que nous sommes va bien au-delà de cela. Parce que nos concitoyens s'adressent à nous pour, par exemple, des études, un appartement pour leurs enfants, inscrire leurs enfants à l'université, un autre qui a des difficultés de logement, un jeune qui veut chercher une formation dans une entreprise. Nous sommes aux côtés de la population jour et nuit, sans compter les interventions que nous faisons dans différents organismes. Alors justement, vous dites il faut expliquer aux Guadeloupéens ce qu'est un député, un maire, etc. Mais on se rend compte lors des campagnes électorales que peu importe qu'on soit député, qu'on soit maire ou autre, mais les promesses sont les mêmes. Alors est-ce que là aussi, ce n'est pas le rôle de l'élu de faire de la pédagogie plutôt que d'être dans une posture où il doit être élu à tout prix, donc il promet à tout va? Non, c'est-à-dire que la population attend de l'élu qu'il soit, à sa portée, qu'il soit quelqu'un qui vit comme le peuple, qui est accessible. Et en tout cas, pour ma part, c'est cette posture, c'est cette façon d'être toute simple que j'essaye d'entretenir et de développer. Et puis, parfois, la population n'entend pas toujours, n'est pas toujours informée, mais continuellement, je suis en tout cas aux côtés de la population, et je crois que la génération, quand je dis la génération, c'est-à-dire que cette couche de députés, de parlementaires, mais de députés de 2017 à 2022, puisqu'en 2022, nous sommes en 2022, et nous devons remettre notre mandat en jeu. Il y aura de nouvelles élections. Ceux qui se représentent vont s'expliquer devant la population face à leur propre bilan. Mais je pense que nous avons inauguré quelque chose de différent. Parce que je me souviens que lorsque l'on parlait des députés à l'époque, moi je voyais le député comme quelqu'un qui arrivait en complet, qui nous parlait des amendements, qui nous parlait du Conseil d'État, qui nous parlait de l'amendement Intel, etc. Et on ne comprenait pas toujours. L'avantage du travail que nous avons effectué, c'est la possibilité d'aller à la rencontre de la population, le fait de parler à la population, d'aller à la rencontre par exemple, des médias, parce qu'à chaque fois que vous nous sollicitez, nous sommes là, d'aller à la rencontre des corps intermédiaires et simplement de la population, ça a changé la vision que les Guadeloupéens avaient du parlementaire. Ça a du bon, bien sûr, puisque le Guadeloupéen comprend mieux ce que nous faisons. Ça peut avoir du mauvais parce que je me suis fait, sur les réseaux sociaux, menacer de mort. Qu'il y a quelqu'un qui a appelé au meurtre contre moi. Je reçois beaucoup de courriers. Vous avez porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis dit que ça ne va pas empêcher les gens de me faire des menaces. J'espérais que jamais ils ne passeraient aux actes, mais je me réserve le droit de porter plainte parce qu'il y a un appel au meurtre qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui a duré 14 minutes contre moi. Je trouve ça vraiment, alors que j'étais parti pour défendre les intérêts de la Guadeloupe, où nous avons présenté, travaillé sur un amendement parlementaire, président de région, département, président de l'association des maires, pour empêcher que le pass vaccinal ne s'applique en Guadeloupe. Nous avons réussi. Donc c'est votre victoire si le pass vaccinal ne C'est la victoire de tous. C'est la victoire des Guadeloupéens qui ne l'auraient pas accepté parce que, comme vous le savez, la Guadeloupe n'était même pas vaccinée à 40%. Si ce pass vaccinal qui a été appliqué le 24 janvier en France, puis plus ou moins abrogé, s'était appliqué en Guadeloupe, ça signifiait qu'on mettait 60% de Guadeloupéens sous cloche. Et ça allait au-delà même de la question du pass sanitaire. Donc c'était plus que le pass sanitaire. Et nous avons trouvé les voies et moyens. Je dis que je ne m'en attribue pas le mérite. C'est le fruit d'une volonté commune des élus, c'est le fruit d'une volonté commune des parlementaires, députés, sénateurs. Et votre serviteur l'a défendu à l'Assemblée nationale parce que nous avons pu intégrer un amendement dans l'article 1er de cette loi qui ne contenait que 3 articles. C'est une victoire. Et nous avons, en intégrant l'amendement, en discutant avec le gouvernement, en intégrant l'amendement, nous avons voté pour notre amendement que nous avions intégré. Les gens disent, est-ce que c'est une victoire? J'ai entendu quelqu'un à votre antenne dire, ouais, il a voté contre la Guadeloupe. Mais c'est parce que cette personne est soit de mauvaise foi ou n'a pas compris. Est-ce que c'est une victoire pleine et entière lorsqu'on regarde ceux qui sont du côté du CHU,
et qui sont en train de manifester encore, qui sont là. D'ailleurs, est-ce que vous les avez visités? Est-ce que vous êtes... Ce n'est pas une victoire pleine. Je répondrai point par point à vos questions. Ce n'est pas une victoire pleine et entière. On a obtenu un succès que je ne m'attribue pas personnellement à moi tout seul sur la question du pass vaccinal. Sur la question du pass sanitaire, j'ai présenté personnellement plusieurs amendements. Et je crois que ce jour-là, dans l'hémicycle, Olivier Servat a présenté également des amendements. Nos amendements ont été rejetés parce que je voudrais que les Guadeloupéens sachent que l'Assemblée nationale fonctionne comme un conseil municipal. C'est-à-dire qu'il y a la minorité et la majorité. La majorité votant, vous présentez un amendement, vous avez 2 minutes pour présenter l'amendement, la majorité vote et votre amendement n'est pas accepté. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle, pour le pass vaccinal, nous avons discuté bien en amont avec le gouvernement qui n'avait pas accepté l'aménagement que nous avions proposé pour les Outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe concernant l'amendement pass sanitaire. Pour votre deuxième question, je ne suis pas personnellement allé devant l'hôpital puisque j'étais, j'étais moi-même dans une situation de santé qui ne me le permettait pas. Mais j'ai eu beaucoup de contacts avec, et j'ai fait quelque chose que les Guadeloupéens n'ont pas exploité avec la délégation aux Outre-mer. J'ai mené une enquête, c'est-à-dire une mission parlementaire, par le biais de la délégation aux Outre-mer, qu'on appelle une mission flash. J'ai interrogé le préfet de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. J'ai interrogé les directeurs d'ARS de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, pour voir comment la question du pass sanitaire avait été... Alors, ce rapport est très important. Je sais que nous avons peu de temps, mais ce rapport est important dans la mesure où j'ai fait ressortir avec ma collègue Kékla Mondesi, député de la Martinique, qu'il y avait des disparités dans la façon dont la question du pass sanitaire avait été, mise en place. En Guadeloupe, il semblerait que le ministère ait dit qu'il faut y aller de manière drastique. En Guyane, en Martinique, on leur a dit faites ça avec droité, n'y allez pas trop fort. Et au moment où j'ai conclu l'enquête, personne n'avait été suspendu en Guyane. Donc, il y a tout un débat à reprendre sur la question de l'application du pass sanitaire, des suspensions, etc. Par conséquent, je suis prêt à participer, bien sûr, à la suite et pour trouver une solution. Vous en avez parlé avec le préfet? J'en ai parlé au préfet, bien sûr, puisque j'ai interrogé le préfet de la Guadeloupe. J'ai interrogé le directeur, Madame Denux était déjà partie, mais les choses restant, les hommes passent, mais l'administration reste. J'ai eu à interroger l'ARS Guadeloupe, comme j'ai interrogé des EHPAD, des syndicalistes. Bref, c'était une mission très intéressante, dont les conclusions peuvent se trouver sur le site de l'Assemblée nationale et également sur le site de l'Assemblée nationale et également sur les transferts que j'ai faits aux uns aux autres. Je l'ai envoyé à Elie Domota, par exemple. J'ai lu dans un tract qu'il parlait de cette disparité, mais je sais que ça vient de l'enquête, de la mission que j'ai menée. Max Mathiasin, nous marquons une courte pause et puis je reviendrai avec vous juste après la publicité. Très bien. Merci beaucoup. Nous revenons avec notre invité politique, Max Mathiasin, député de la 3e circonscription. Max Mathiasin, alors maintenant parlons des élections législatives. Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui se positionnent, et notamment dans la 3e circonscription. Alors, est-ce que vous êtes inquiet puisque vous êtes à ces élections, vous représentez à ces élections? Alors, quand vous regardez autour de vous, ça grouille. Est-ce que vous dites, je suis en danger et il faut vraiment batailler dur cette fois? Oui, alors, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Donc, celui qui se présente à une élection et qui pourrait venir fanfaronner en disant je n'ai aucune espèce de crainte, je suis déjà réélu parce que j'ai un bon bilan, c'est mon cas, j'ai un très bon bilan. Mais non. Un député peut avoir un très bon bilan. Oui, un député peut avoir un très bon bilan puisque, comme je vous l'ai dit, là, on aura l'occasion du bilan par la suite. J'ai apporté un exemplaire là, mais je vais vous le donner après. Un député peut avoir un très bon bilan parce que vous n'avez pas idée du nombre de lois qui sont présentées à l'Assemblée nationale et par lesquelles nous pouvons modifier plutôt
par nos amendements. Par conséquent, par nos amendements, nos interventions, par nos lettres au ministre, ce qu'on appelle les questions écrites au gouvernement, comment nous pouvons influer les choses, comment j'ai pu influer les choses lorsque les Guadeloupéens avaient été oubliés, les entreprises guadeloupéennes ont été oubliées pour certaines aides pendant le Covid, comment j'ai pu, par exemple, de ma maison, faire en sorte de débloquer les situations pour les jeunes Guadeloupéens qui étaient, par exemple, bloqués au Canada pendant le Covid, bloqués, il y en avait un qui était bloqué en Irlande, etc., qu'on a pu ramener en Guadeloupe. On a vraiment fait un travail, en tout cas j'ai fait un travail monstre. J'ai pris ma tâche à bras le corps. Et donc, par conséquent, l'heure du bilan que nous allons présenter sera venue. Mais ce que je veux dire... Alors, vous dites ce soir qu'un député seul peut agir sur le devenir de la Guadeloupe, des Guadeloupéens. Un député seul peut travailler. Oui, enfin, un député seul. Le député n'est jamais seul, puisque je vous rappelle qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, que nous avons des collaborateurs qui travaillent avec nous, qui sont souvent des juristes ou des économistes. Et donc, fort de cela, nous pouvons intervenir. Mais les Guadeloupéens ont vu mes prises de entendu, mes prises de position, comment j'ai pu influer par non seulement mes votes, mais également par mes prises de position qui étaient des prises de position solides pour la défense de nos intérêts. Parce qu'en réalité, vous ne gagnez jamais sur tout. Mais vous pouvez éviter, par exemple, les effets néfastes. Vous pouvez présenter une proposition de loi dans le sens de la Guadeloupe. Vous pouvez également, de par vos influences, faire en sorte de plus petites choses. Combien de nos compatriotes guadeloupéens, par exemple, qui avaient réussi au CAPES, avaient déjà leur affectation en France hexagonale et que j'ai pu, en tout cas par mon action, faire rester en Guadeloupe et qui avaient des enfants. Donc c'est demander ça aux Guadeloupéens, demander aux personnes de la 3e circonscription ou de la Guadeloupe qui vous diront que nous avons changé l'image du député en portant la confiance vers les Guadeloupéens qui nous ont rendu cette confiance aujourd'hui. Max Mathiasin, plusieurs qui déjà se positionnent au niveau de ces élections disent avoir le soutien du président de région, du président de département, de certains sénateurs, etc. Alors aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on essaye de s'appuyer sur un parti ou sur un homme fort. Est-ce votre cas? Mais je vous dirai deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de personnes, cette circonscription et les circonscriptions en général suscitent beaucoup de convoitises parce que les gens croient que il suffit de se présenter, d'avoir un soutien pour être député. Je vous rappelle, et je répondrai en 2 points à votre question. La première chose, c'est que j'ai été élu député en 2017 alors que je n'avais pas le soutien d'un parti politique. J'ai reçu quelques soutiens au 2e tour, des soutiens au 2e tour, que j'ai remerciés. Mais quand je me suis présenté, j'étais entre les 2 gros partis de la Guadeloupe qui à l'époque étaient le PS et le GUSR. Par conséquent, la population a entendu mon message et je suis devenu député. Par conséquent, il y a quelque chose comme, je dirais, une alchimie, une proximité, une connivence avec la population et puis une bonté qui doit se partager entre nous. Les gens doivent le sentir et j'ai été élu député. La deuxième chose, c'est que beaucoup se disent « je suis le candidat de Guy Losbach, je suis le candidat d'Harry Chalus et que sais-je encore ». Moi, je ne suis pas le candidat de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Je veux conserver, si j'ai quelque chose à dire, c'est que je voudrais bien que nous puissions conserver, garder précieusement cette habitude de travail depuis quelques mois que nous faisons ensemble, que ce soit pour des actions pour la Guadeloupe, que nous pouvons traduire en éléments de législature, mais également pour une réflexion sur l'avenir de la Guadeloupe. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des propositions qui se font aujourd'hui dans le sens de l'avenir de la Guyane, et le président de la République nous a dit qu'il est prêt à réfléchir sur des questions lors de notre dernière rencontre, sur des questions liées à l'avenir de la Guadeloupe au transfert de compétences,
tout en attirant notre attention Mais sur... la Guyane n'a pas eu le même positionnement depuis tantôt que la Guadeloupe. La Guyane veut évoluer. De toute façon, elle se positionne pour une évolution. La Guadeloupe piétine encore. Oui, alors je vous ferai remarquer que les Guyanais ont... que lorsqu'une partie était pour la consultation du peuple, et une autre partie n'était pas pour la consultation de la population pour aller vers l'autonomie de la Guyane. Au terme de l'article 73 de la Constitution, tous les Guadeloupéens et électeurs, électrices et électeurs doivent être consultés sur un projet d'avenir ou de changement de statut pour la Guadeloupe. Ce que je dirais deux choses à ce propos. Le premier, c'est qu'il faut réfléchir énormément et associer le peuple à cette réflexion. Ça ne peut pas être le fait de seulement les personnes, les 41 conseillers départementaux, régionaux qui font partie du Congrès, puisque je vous rappelle qu'au Congrès, les députés et les sénateurs n'ont pas un droit de vote. Et on va vers la voie de faire entrer les maires au Congrès, mais ce n'est pas l'expression totale de la démocratie que de permettre uniquement qu'il faut qu'il y ait... Mais ça fait plus de 10 ans, Max Mathias. Mais ce n'est pas une question de temps. Le peuple est souverain. Oui, je vous rappelle que la population guadeloupéenne... On dit tout le temps, il faut qu'on mène une réflexion. On mène une réflexion, mais quand est-ce qu'on va se poser pour se dire, voilà, on a réfléchi et maintenant, on agit? Non, alors... on n'agit pas. Non. Heureusement qu'on n'est pas allé trop vite. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans une crise très profonde qui nous permet de mieux prendre le pouls des choses. Je crois que la première fois, il y a eu la déclaration de Basse-Terre, mais la déclaration de Basse-Terre était une déclaration, mais il y avait le jour où nous sommes allés en 2003, il y a eu le congrès et ensuite le vote de décembre, il n'y avait aucun projet. Ensuite, on a interrogé les Guadeloupéens, et seule la souveraineté du peuple fonde la démocratie. Les Guadeloupéens ont dit, je ne suis pas, nous pouvons regarder aujourd'hui nos deux assemblées, notre statu quo. Maintenant, rien ne vous dit que les Guadeloupéens vont changer si on ne représente pas quelque chose qui leur semble viable. Et j'attire votre attention sur le fait que, je l'ai toujours dit, un statut qui est une disposition juridique n'a jamais changé un pays, n'a jamais conduit un pays vers le développement. Ça peut être facilitateur, mais s'il n'y a pas un projet autour duquel qui nous projette et une population qui veut mettre en commun et qui veut travailler, on n'ira nulle part. Par conséquent... Donc c'est cette capacité à élaborer un projet qui Non, c'est cette capacité à comprendre, à évaluer, à dire quels sont les coûts de toutes les compétences, de chaque compétence que vous allez prendre, qui va payer. Qu'est-ce que vous allez faire, qui va payer, où vous allez extraire l'argent. Lorsque vous allez quand vous prenez une compétence, bien entendu, vous aurez un désengagement de l'État sur la compétence. Donc il faut quelque chose de compréhensible pour nous, mais également pour la population. Et à ce moment-là, nous aurons suscité un consensus. Alors maintenant, rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps, il y a Emmanuel Macron qui sera en Guadeloupe. Il y aura aussi Mme Pécresse, mais Emmanuel Macron... il sera en Guadeloupe, vous me l'apprenez, puisque je ne savais pas qu'il venait en Guadeloupe. Vous ne savez pas? Non. Donc, vous n'avez pas été invité? Je n'ai pas été informé. Je sais qu'il y a un meeting... Ni informé, ni invité, ni... Non, c'est pas je suis invité. J'ai reçu une invitation ce soir même encore. Non, c'est pas ça le problème de Paris. Je suis cohérent avec moi-même. Lorsque j'avais fait voter Emmanuel Macron en 2017, j'avais vu l'expression d'un changement, d'un jeune qui disait qu'il y avait la possibilité d'être... comment dirais-je, dans un optimum d'équilibre. Mais j'ai remarqué que nous avons eu beaucoup de mal. Peut-être que ce n'est pas l'avis de nos concitoyens, mais tout ce que nous avons obtenu pour la Guadeloupe, nous avons obtenu en nous battant pied à pied, pied à pied. Je n'ai pas eu l'impression que ce gouvernement, je l'ai dit à Emmanuel Macron, au ministère des Outre-mer, lors de la signature de différents... Je lui ai dit, Monsieur le Président, vos ministres n'ont pas le réflexe ultramarin. Et quelques minutes après, il a repris dans son discours en leur disant « Il faut que vous ayez le réflexe ultramarin ». Je pense qu'il faut comprendre que nous sommes dans un ensemble national et que nous ne sommes pas différents. Ils nous ont traités différemment. Je prends le cas où, lorsque M. Lecornu arrive en Guadeloupe, le ministre, en pleine crise, nous lui disons « Il faut venir, il faut venir, il faut venir ». Il nous dit « Ah non, je ne viens pas parce que les forces de l'ordre ont mieux à faire que de protéger un ministre ». Il nous parle d'autonomie, alors qu'on n'a pas encore parlé, on n'a jamais parlé de ça. On lui dit, c'est pas ça la question. Et qu'est-ce qu'il fait?
On insiste pendant 3 jours pour lui dire qu'il faut venir en Guadeloupe, les élus. Président de région, département et de parlementaire. Et puis un jour, je vais dormir, mon sommeil se coupe au petit matin, j'étais à Paris, et j'entends dire qu'il est dans un avion en vol pour la Guadeloupe. Donc, ça veut dire que, et quand il arrive ici, M. Le Cornu, il dit, ce sont les élus qui sont responsables à 100%. Mais je rappelle que depuis 1946, depuis la départementalisation, on n'a jamais, aucune constitution, 46-58, et également aucune politique économique n'a véritablement comblé les retards structurels qui sont les nôtres. Par conséquent, je me suis présenté devant les Guadeloupéens, sans parti politique. Je me présenterai devant les Guadeloupéens de la même façon bientôt en 2022. Donc ça veut dire que vous ne voterez pas Emmanuel Macron? Je ne dis vous dire, le vote est en secret. Je ne vous dis pas pour qui je vais voter. Je vous dis simplement que je ne serai pas l'un de soutien qui suit Emmanuel Macron partout. Je veux être moi-même. Je veux témoigner du fait que je suis issu d'un pays qui a connu beaucoup de souffrances et que nous avons énormément de problèmes et que, par exemple, les problèmes de l'eau, où on a promis à Richardus 400 millions qui ne sont pas revenus et on nous a fait un organisme unique. Les problèmes de la jeunesse. Est-ce que ce n'était pas une enveloppe pour l'eau? Eh bien, une enveloppe, mais écoutez, si c'est une enveloppe, il faut l'afficher pour que les banques disent, les organismes bancaires et BPI et autres disent, aux banques de développement disent, ils ont une enveloppe de 400 millions, eh bien, on va pouvoir démarrer. Aujourd'hui, la structure est unique, me semble-t-il, a du mal à émerger. Oui, donc ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron sera là, vous ne serez mais pas... vous m'apprenez qu'il sera là, je ne savais pas encore qu'il serait là, et donc je ne vous réponds pas. Peut-être qu'Emmanuel Macron va m'appeler le jour de son arrivée, on va discuter. C'est votre ami? Vous arrivez à échanger? Non, on échange, mais ce n'est pas mon ami. D'ailleurs, même si c'était mon ami avant, je dirais qu'un président de la République, il ne peut pas tenir compte de considérations amicales pour aller vers les difficultés d'un pays. Et les difficultés qui sont les nôtres, l'amitié de certains avec Emmanuel Macron ne nous a pas permis d'avancer à telle enseigne qu'on s'est aperçu qu'ils ont pris leur distance avec Emmanuel Macron. Vraiment, leur distance? Ils ont pris certaines distances. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Mais moi, je sais que je veux rester moi-même. Je me suis présenté devant les Guadeloupéens en leur disant qu'il y a moyen de travailler pour que nous puissions sortir notre pays avec une entente entre nous, par nos ressources, comment nous allons maîtriser le littoral, maîtriser le développement touristique, maîtriser l'agro-transformation, diversifier notre agriculture, aller vers la souveraineté alimentaire. Et tout ceci demande non seulement une planification, mais aussi des moyens et un accompagnement. Il y a un grand ministère, enfin une délégation, du plan, conduite par Bayrou. Eh bien, il serait bien qu'il vienne faire un tour en Guadeloupe. Ah oui. Bien, mais nous verrons bien ce qui va se passer pour ces élections présidentielles. Les sondages, quand même, mettent Emmanuel Macron en pole position. Donc, il y a plutôt intérêt d'être ami avec lui? Non, mais écoutez, vous savez, je suis un politicien. Si je me qualifiais de vieux, si je n'étais pas un peu coquet, je dirais que je n'avais pas quelques fantaisies, je dirais que je suis un vieux politicien, mais je suis un Guadeloupéen, un homme libre. Et lorsqu'un homme brade, si vous voulez, ses idées, ne va pas jusqu'au terme de ses convictions, il a perdu aussi sa liberté. Donc, la politique, c'est un temps, comme beaucoup de choses dans la vie. Alors, y a-t-il encore des élus libres? Eh bien, je tiens à conserver ma liberté et mon intégrité. Et je ne cesserai jamais de le dire, quelles que soient les difficultés que l'on peut me faire lorsque je prends position sur un sujet ou des sujets. Voilà, en tout cas, merci Max Mathiasen d'être venu sur ce plateau. C'est agréable de discuter avec vous. Merci à vous, Max Mathiasen. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouvons donc vendredi pour une autre émission politique avec un autre invité. Excellente soirée à tous.